Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire échange conférence en ligne du côté de l'AT2E Île-de-France. Aujourd'hui, on va parler effectivement RE 2020, le lien avec les différents réseaux d'énergie et les énergies en tant que telles. Je vous invite à couper vos micros et vos caméras dès lors que vous n'êtes pas intervenant, évidemment. Vous pourrez bien entendu poser toutes vos questions via le chat. Un mot de présentation de l'AT2E. Donc, nous sommes donc l'association technique énergie et environnement créée en 1978 avec plus de 2200 adhérents, dont une partie non négligeable en Île-de-France. Donc, merci à tous de vous être connectés en tant que franciliens, voire même un petit peu au-delà. J'ai vu des gens d'autres régions. On est très heureux de vous accueillir également. On travaille sur un certain nombre de thématiques, à la fois sur la thématique notamment d'organisation autour de clubs dont vous faites partie, certains d'entre vous, que ce soit la pyrogazéification, le stockage, certificat d'économie d'énergie, très central dans cette nouvelle période PS5 qui est en train de se préparer pour les C2E, efficacité énergétique où la dynamique de la rénovation et de l'ensemble des systèmes d'économie d'énergie est en pleine mise en avant médiatique ces derniers mois, on s'en réjouit. Le club biogaz évidemment et le club power to gas. Donc vous avez 6 thèmes assez centraux autour duquel on articule notre action. Évidemment, vous avez également un certain nombre. Ah, on a plus le son. Guillaume Perrin, nous avons perdu le son. Oui, Guillaume, on ne t'entend plus. Alors, on a un problème de connexion avec Guillaume Perrin. Je pense que Guillaume Perrin va rétablir le contact d'ici peu. Voilà. Oui, Guillaume, on voit ton image. On n'a pas le son. Oui, Guillaume, je vois ton image, mais le son est coupé. Oui, pour les nouveaux arrivants, simplement, je les remercie d'être présents. Nous avons un petit réglage de son à effectuer et la séance va reprendre. Voilà, excusez-moi pour ce saut de connexion Internet. Je parlais donc de la T2 Île-de-France où nous avons le plaisir de rassembler l'ensemble de nos adhérents et participants, sympathisants autour d'événements variés. Évidemment, en ce moment, on est plutôt sur des webinaires en ligne, mais il y a un certain nombre d'événements de type journée de conférences, de visites, des petits déjeuners, des dîners avec des experts du secteur qui nous permettent de partager avec deux buts. Un but de renforcer ses connaissances, évidemment, un but de se retrouver en termes de réseau et de partager ensemble toutes les réflexions, bons exemples qu'on a, difficultés éventuellement aussi. C'était l'un des buts de réseau justement. Pour vous présenter un petit peu les différents événements, vous avez un extrait du calendrier sur 2020 qui vous donne un peu les thématiques sur lesquelles on a eu l'occasion de travailler en 2020, que ce soit autour du rafraîchissement, de l'hydrogène, du décret tertiaire et des C2E, les thématiques sur lesquelles on a commencé à travailler en 2021 avec une vision ouvrant la saison, si je peux dire, en janvier autour de l'impact du Covid sur le monde de l'énergie, un webinaire beaucoup plus technique organisé avec la CCI Île-de-France autour du nouveau crédit d'impôt transition énergétique pour les PME. Et aujourd'hui, la dynamique du décret tertiaire de la RE 2020, pardonnez-moi, très spécifique sur l'approche réseau d'énergie. On aura l'occasion d'y revenir sur l'approche justement des matériaux à l'occasion d'un prochain webinaire. Un petit rappel de contexte très rapidement avant de laisser vraiment la parole à nos intervenants qui vont nous partager justement leur vision en termes d'énergie en particulier autour de la RE 2020. 3 buts sur la RE 2020, diminuer l'impact carbone qui va se traduire du bâtiment
bâtiments, évidemment, donc à destination notamment des logements neufs à construire à partir de 2022, un petit décalage par rapport à 2021, cette date initiale d'application. Premier objectif, diminuer l'impact carbone, donc ça va se traduire notamment dans la logique d'analyse de cycle de vie. Deuxième objectif, de poursuivre l'amélioration de la performance énergétique, donc notamment via l'isolation, via l'indicateur BBO, via en tout cas la recherche de la moindre consommation du bâtiment, donc travailler et sur les matériaux premier point, et effectivement sur la moindre consommation au tenté lors du déploiement effectivement du nouveau bâtiment. Et puis un troisième thématique qui vient un petit peu en écho avec un webinaire qu'on a fait l'été dernier autour effectivement des canicules, des vagues de chaleur et de la nécessité de garantir du coup l'usage du bâtiment dans un monde dont les conditions climatiques changent et donc en l'occurrence avoir un meilleur confort d'été. L'application a été décalée, c'est dans les dernières annonces des 3-4 dernières semaines pour rentrer en application à partir du 1er janvier 2022 au lieu de cet été initialement. Objectif effectivement avec cette valeur assez centrale autour d'un gain de 30% sur la consommation énergétique des logements neufs par rapport à la norme actuelle, la RT 2012. Différencier d'émissions carbone, on va y revenir parce que ça c'est un des points assez intéressants au niveau des différents réseaux qui ont été définis et on attend la publication des textes officiels d'ici l'été en l'occurrence. On ne parlera pas dans ce webinaire des matériaux biosourcés, ce sera l'occasion de revenir à ce propos sur un prochain webinaire puisqu'ils ont une place assez intéressante à ce propos. Alors, je vous ai mis quelques questionnements et pour y répondre, on a un panel de spécialistes autour de nous assez intéressant. Vous pourrez vous aussi poser vos questions. Alors, première citation du ministère en disant « Cela sera à la maîtrise d'ouvrage de choisir les meilleures solutions techniques en fonction des conditions. » Quels critères, quelles conditions, quelles solutions techniques on va pouvoir avoir à ce niveau-là? Est-ce que cette RE 2020, elle oriente vers un réseau, une énergie plutôt qu'une autre? Et au final, il y a eu différentes moutures. Est-ce qu'on va vers un équilibre plus intéressant de manière plus large? La question du poids carbone, des seuils, quel impact ça peut avoir sur les différentes énergies, les grands axes d'évolution par rapport aux RT précédentes. Alors, quelques critiques qu'on avait pu entendre ici et là, donc, dont on discutera avec nos différents intervenants, une par réseau, en une distribution assez équitable à ce propos. Est-ce qu'il y a des problématiques en termes d'effet Joule? Est-ce que vraiment cette RE 2020, elle exclut le gaz pour les logements neufs? Est-ce que le contenu carbone, tel qu'il est défini actuellement, il est trop exigeant pour les réseaux de chaleur? Vraiment, parmi les différentes thématiques qu'on va se poser en question, est-ce qu'on peut voir aussi un lien avec la réforme du DPE menée en parallèle dans la place des différents vecteurs énergétiques. Pour travailler avec nous aujourd'hui ces différents thèmes-là, on a donc 3 intervenants. Hélène Pulse, qui est analyste stratégique senior à la direction stratégie du groupe EDF, Benjamin Haas, expert en efficacité énergétique pour le groupe Engie, et Guylain Echasserio, délégué général de la FEDEN pour le SNCU, syndicat national du chauffage urbain. 3 intervenants, 3 vecteurs énergétiques, même si tous travaillent sur les autres réseaux, ils sont plus spécialistes sur l'un des réseaux en particulier, l'un des vecteurs énergétiques de manière plus large. Je vous propose du coup de passer dans une dynamique de présentation de chacun en commençant tout d'abord par Hélène Pulse pour la partie électrique EDF. Effectivement, nous représenter un peu les grands éléments de cadrage de cette RE 2020 et puis les solutions sur lesquelles on peut avoir un écho intéressant. Oui, merci Guillaume et bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour aborder la question de la réglementation environnementale 2020. Alors, je suis ravie à double titre. Alors déjà parce que c'est une réglementation qui est attendue depuis déjà plusieurs années. Elle avait été annoncée initialement pour 2018 et puis elle a été reportée à différentes occasions et notamment courant de l'année 2020 en raison de l'impact de la crise sanitaire que nous traversons. Et enfin, les projets de texte ont été annoncés et publiés récemment avec, comme le rappelait Guillaume, un calendrier qui se précise et une entrée en vigueur programmée au 1er janvier 2022. Et puis la deuxième raison, c'est que cette RE 2020, donc justement comme son nom l'indique, ne se limite plus à une réglementation thermique, mais s'étend à une réglementation environnementale en embarquant la dimension carbone qui devient une priorité aujourd'hui pour la France et plus globalement pour l'ensemble de la planète. Alors, je vais partager mon écran. Donc, alors, j'espère que vous voyez, voilà, en plein écran. Est-ce que c'est le cas? Pas de mon côté, je crois, non. Ah, alors, attendez, je vais recommencer, partager l'écran. Toujours pas. Alors, attendez, partager. Voilà. Normalement, voilà, là, ça devrait être bon.
C'est parfait, merci. D'accord, alors je vais le mettre en plein écran, voilà, comme ça sera plus lisible. Alors, voilà, merci. Donc effectivement, comme j'ai l'honneur d'intervenir en premier, donc je vais peut-être juste rappeler quelques éléments clés hein, sur la RE 2020, mais qui viendront compléter ce que vient de dire Guillaume en introduction. Donc déjà, les enjeux de cette réglementation environnementale qui, comme je le disais, s'inscrit parfaitement en cohérence avec les objectifs que la France s'est fixés visant l'ambition de neutralité carbone à l'horizon 2050, objectifs qui se sont déclinés, qui ont été déclinés dans la stratégie nationale bas carbone et qui, pour le secteur plus particulier du bâtiment, donc je rappelle que le bâtiment, c'est un secteur qui est fortement contributeur à la fois en consommation énergétique finale et en émissions de gaz à effet de serre, eh bien pour le secteur du bâtiment, cette ambition neutralité carbone, elle se traduit par un objectif d'une décarbonation complète de l'ensemble du parc de bâtiments à l'horizon 2050. Alors, quand on regarde un peu la trajectoire, je dirais, qui nous attend hein, d'ici à 2050 et la situation, le point d'où l'on part, hein, donc aujourd'hui avec pour l'ensemble des bâtiments je dirais un volume d'émissions autour de 90 millions de tonnes de CO2, on se rend compte que finalement sur les 30 dernières années, depuis 1990, les émissions ont diminué certes, mais uniquement de 20%. Donc très clairement, si on veut atteindre les jalons, les échéances qui sont fixées à court terme, alors à l'horizon 2030 et à plus long terme à l'horizon 2050, il va falloir accélérer cette trajectoire de décarbonation. Et alors, comment justement atteindre cette cible hein, d'un parc zéro émission à l'horizon 2050? Eh bien, deux leviers principaux ont été définis par les pouvoirs publics. Premier levier, donc, c'est poursuivre les actions de réduction des consommations énergétiques finales, donc avec un objectif d'une division par 2 des consommations en 2050 par rapport à la situation de 2015. Et d'autre part, donc d'ici à 2050, ne recourir qu'à des énergies décarbonées pour pouvoir disposer d'un parc zéro émission donc d'ici à 2050. Alors, recourir à des énergies décarbonées, ben, ça sous-entend que on ne pourra utiliser que des énergies donc qui sont aujourd'hui disponibles et donc non carbonées, et donc il faudra sortir progressivement des énergies fossiles, qu'il s'agisse de gaz. Alors, dans ce contexte, quelle est la place justement du gaz et plus particulièrement du biométhane pour le bâtiment? Eh bien, la SNBC est très claire hein, sur le sujet. Elle prévoit un volume, un gisement de 30 TWh à l'horizon Alors, je crois que mon son a été coupé. Je ne sais pas si… C'est moi, je suis désolé, je voulais couper comme quelqu'un s'était mis en audio en téléphone. Donc voilà, vous êtes seul à parler, je vous en prie. Pas de souci. Alors, je ne sais pas à partir de quand j'ai été coupée, s'il faut que… Juste 3 secondes, juste avant. D'accord, parfait, d'accord. Donc oui, donc mon message, donc effectivement, consistait à rappeler que cette trajectoire donc de décarbonation, elle implique une sortie progressive des énergies fossiles, donc fioul et gaz. Et quant au gaz, justement, la SNBC prévoit qu'un gisement résiduel, donc de l'ordre de 30 TWh subsistera à l'horizon 2050 et que donc à cet horizon de temps, ce gisement de gaz sera à 100% couvert par du biométhane pour le bâtiment. La question qui se pose, et là-dessus, bah, je pense que ça fera l'objet justement des débats qu'on pourra avoir avec d'autres intervenants, et notamment bah, avec Benjamin Haas qui interviendra après moi, mais la question qui se pose, c'est de savoir justement ce biométhane, ce volume résiduel de biométhane, quelle est la meilleure affectation qu'il faut prévoir pour le secteur du bâtiment. Eh bien, aujourd'hui, les pouvoirs publics, et nous partageons cette analyse, prévoient que ce biométhane aura une utilité plus forte pour la rénovation des bâtiments existants, et en particulier des logements qui aujourd'hui sont équipés de chaudières individuelles au gaz et qui seront plus difficiles à décarboner
d'ici à 2050. Autre utilité également de ce volume de biométhane, c'est également l'alimentation des réseaux de chaleur, puisque aujourd'hui, un certain nombre de réseaux de chaleur ont recours en appoint, notamment à du gaz, et donc ce biométhane aura toute son utilité pour convertir, pour verdir le mix énergétique de ces réseaux de chaleur. Alors, justement, la réglementation RE 2020, donc elle fixe un nouveau cap donc pour une trajectoire bas carbone du bâtiment neuf qui s'articule autour de 3 axes principaux. Alors, ce sont les 3 axes que Guillaume a rappelés. Donc, je vais rapidement peut-être les rebalayer en vous précisant quelles sont les nouveautés, quelles sont les nouvelles exigences qui ont été introduites dans le cadre de cette RE 2020. Alors, sur le premier axe, donc, qui est prioritaire, donc effectivement, qui vise à renforcer la sobriété énergétique des bâtiments neufs pour consommer moins et consommer mieux, c'est-à-dire consommer avec des énergies totalement décarbonées. Eh bien, premier levier, c'est le renforcement de la qualité d'isolation du bâti avec donc un B-Bio, un indicateur B-Bio qui a été renforcé en moyenne de 30%, baissé de 30% pour réduire les besoins thermiques du bâtiment. Autre levier qui vise à favoriser le recours à la chaleur renouvelable dans les bâtiments. Donc, c'est l'introduction d'un nouvel indicateur, donc le CEP-NR pour non renouvelable, donc les consommations maximales d'énergie primaire non renouvelable, qui est capé avec des seuils différenciés en maison individuelle et en logement collectif. Et je le dis d'emblée, mais j'aurai l'occasion de le rappeler, qui en fait est un indicateur contraignant pour le chauffage électrique Joule. Alors, la RT 2012, vous le savez, était déjà très contraignante pour le chauffage électrique Joule et les parts de marché du radiateur électrique avaient fortement diminué, mais il en restait quand même un certain volume, autour de 10% en logement collectif, en particulier dans les zones méridionales. Eh bien, avec cette RE 2020 et cette contrainte, cet indicateur, cette nouvelle exigence sur le CEP-NR Max, le radiateur électrique Joule ne sera plus éligible aux bâtiments construits avec la RE 2020. Et puis, nouveauté effectivement donc, de cette RE 2020, c'est le seuil d'émissions sur les émissions liées aux usages énergétiques, donc un seuil qui est là aussi différencié selon qu'il s'agisse de maisons individuelles ou de logements collectifs, avec une trajectoire progressive pour les logements collectifs, donc un seuil qui s'applique dès 2022 et qui va se renforcer à partir de 2025, et une dérogation, enfin en tout cas un assouplissement dans le cadre des réseaux de chaleur dont le potentiel de décarbonation est réel, est déjà bien engagé, et donc une modulation qui va favoriser le développement de ces réseaux de chaleur et de froid urbains. Alors, autre axe de cette RE 2020, donc la décarbonation du bâtiment, de la construction, des produits de construction et d'équipement du bâtiment eux-mêmes, donc selon une logique, une méthode en analyse de cycle de vie dynamique qui vise à donc valoriser les matériaux qui présentent à la fois le moins d'empreinte carbone et qui présentent également un potentiel de stockage biogénique de ce carbone, avec là encore une trajectoire progressive pour les bâtiments entre 2022 et la fin de cette décennie. Enfin, troisième axe majeur et nouveau aussi, qui est de cette RE 2020, alors même si la RT 2012 avait déjà introduit un indicateur sur le confort d'été, mais il n'était calculé et uniquement qu'à titre indicatif. Là, il s'agit cette fois-ci d'un indicateur contraignant, une exigence sur le nombre de degrés heure à ne pas dépasser pour être compatible avec la RE 2020, donc avec des seuils qui sont définis pour justement considérer qu'un bâtiment est totalement confortable, ne présente pas d'inconfort estival, ou à l'inverse qu'un bâtiment est jugé, considéré trop inconfortable et donc peut nécessiter des mesures, des solutions passives prioritairement et si besoin des solutions actives de rafraîchissement. Alors, une fois qu'on a dit, qu'on a rappelé un petit peu l'ensemble de ces éléments, quels sont les impacts justement sur les différents systèmes énergétiques qui pourront être éligibles avec cette nouvelle réglementation environnementale. Alors,
Donc, la bonne nouvelle, c'est que, je dirais, aussi bien en maison individuelle qu'en logement collectif, on disposera avec la RE 2020 d'une gamme de solutions complètes et complémentaires, compatibles donc avec cette RE 2020. Alors, en maison individuelle, on va avoir bien sûr les systèmes thermodynamiques tels qu'on l'observe déjà aujourd'hui depuis la RT 2012 en maison individuelle, où la pompe à chaleur s'est largement diffusée sous ces différentes formes, hein, c'est-à-dire sur vecteur eau, donc pas une pompe à chaleur RO, avec double ou triple usage pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, voire pour le rafraîchissement des locaux. La pompe à chaleur RR également, couplée à un chauffe-eau thermodynamique pour la production d'eau chaude sanitaire, et puis la biomasse également qui joue un rôle de plus en plus important en maison individuelle, en particulier pour des maisons de petite surface. Et puis en logement collectif, alors avec la trajectoire progressive, graduée dont j'ai parlé sur les émissions de gaz à effet de serre, on va avoir 2 étapes. Donc une première étape jusqu'en 2025 où finalement les assemblages, les solutions aujourd'hui qui sont éligibles à l'alerte 2012 vont perdurer, en particulier les systèmes au gaz vont pouvoir être maintenus jusqu'en 2025. En revanche, à partir de 2025, là, la contrainte sur les émissions de gaz à effet de serre va favoriser les systèmes les plus bas carbone, et notamment donc des pompes à chaleur sous des formes collectives ou sous des formes individuelles couplées à des systèmes thermodynamiques de production d'eau chaude sanitaire et encore une fois, complémentarité des solutions énergétiques, en particulier pour le logement collectif, les réseaux de chaleur vertueux dont la part d'énergie renouvelable ou de récupération va croître, déjà, elle a beaucoup augmenté au cours de la dernière décennie, mais cette tendance va se poursuivre dans les années à venir. Donc, cette tendance va pouvoir se poursuivre avec donc un recours de plus en plus important aux réseaux de chaleur majoritairement alimentés par des ENR. Et dans ce contexte, donc, pour le logement collectif, la réglementation n'exclut pas les solutions au gaz mixtes dès lors qu'elles sont associées à des systèmes thermodynamiques pour la production d'eau chaude sanitaire. Donc le gaz n'est pas, contrairement à ce qu'on a pu voir passer dans la presse ces dernières semaines, le gaz n'est pas totalement exclu de la RE 2020. Il reste compatible, y compris au-delà de l'échéance de 2025, en logement collectif, sous la forme de systèmes hybrides, de systèmes mixtes, donc chaudière gaz avec associés à des pompes à chaleur pour l'eau chaude sanitaire. Alors, je fais un zoom justement sur les pompes à chaleur, qui, comme je le disais, sont déjà une solution largement répandue en maison individuelle et qui demain vont se généraliser en logement collectif. Donc en maison individuelle, ces solutions sont d'ores et déjà très compétitives à l'achat et en coût complet, puisqu'elles permettent de réduire significativement les consommations de chauffage pour les occupants et donc leurs factures. Et en logement collectif, alors ce sont des solutions qui sont moins connues, effectivement, qui sont de PAC collectives pour le chauffage ou pour l'eau chaude sanitaire, qui existent. Aujourd'hui, elles sont déjà diffusées dans un certain nombre d'opérations de programmes immobiliers collectifs, mais leur généralisation reste à réaliser avec, je dirais, déjà plusieurs grands industriels qui prévoient des développements dans les mois à venir afin de mettre sur le marché une gamme beaucoup plus étoffée de produits d'ici 2 à 3 ans. Donc la filière est prête à relever ce défi de la généralisation de la pompe à chaleur, aussi bien en maison individuelle, mais ça c'est déjà le cas et c'est déjà bien engagé aussi bien sur le marché neuf que sur le marché de la rénovation, mais également sur le marché du logement collectif. Alors voilà, pour vous montrer que la pompe à chaleur c'est une réalité, donc 2 exemples, un en maison individuelle, donc avec ici une solution de PAC RO double service qui peut être installée pour un coût d'investissement totalement maîtrisé et avec une facture pour les occupants également très faible sur facture de chauffage et de chaude sanitaire. Et donc voilà une opération exemplaire à la fois sur le plan énergétique et sur le plan environnemental.
Même chose pour le logement collectif, où là, vous avez également une solution de PAC RO collective, qui est installée dans cette opération de logement collectif. Et donc, là encore, un très bon score, aussi bien sur le plan énergétique que sur le plan climatique. Alors, la question, bien sûr, qui se pose et que vous pourrez me poser, mais je suis prête ensuite à répondre plus précisément à vos questions, c'est tout ceci ne risque-t-il pas je dirais, d'augmenter les consommations d'électricité et de mettre en risque le système électrique de demain? Alors là-dessus, je pense qu'il faut relativiser l'impact de la RE 2020 et de la construction neuve sur l'ensemble du système électrique. Alors déjà, aujourd'hui, on construit tous les ans 400 000 nouveaux logements, dont un certain nombre sont déjà équipés de systèmes de chauffage électrique, en particulier en maison individuelle. C'est la majorité des maisons individuelles qui sont aujourd'hui équipées de pompes à chaleur. Donc, dans des bâtiments neufs qui sont très bien isolés, les consommations de chauffage sont extrêmement faibles. Donc, le surplus occasionné par ces usages électriques est extrêmement faible. Et donc, quand bien même la RE 2020 verrait la généralisation de systèmes de type PAC dans les bâtiments RE, dans les bâtiments neufs de demain, le surplus de consommation serait vraiment insignifiant. Plusieurs études ont été menées par un certain nombre d'instituts et plus récemment par RTE et l'ADEME sur l'impact justement du chauffage électrique sur le système électrique en termes de consommation et en termes de pointe, de contribution à la pointe. Et toutes ces études sont très rassurantes. Elles montrent que grâce aux actions qui seront menées, qui sont déjà engagées, mais qui seront renforcées dans les décennies à venir sur l'efficacité énergétique des bâtiments et des équipements, on arrivera à réduire les consommations énergétiques finales des bâtiments. D'autre part, on pourra demain mobiliser de nouveaux leviers de flexibilité. Alors, je rappelle juste qu'il y a un levier, par exemple, qui est déjà utilisé, qui est déjà bien répandu dans tous nos foyers, qui est le ballon de stockage d'eau chaude sanitaire, qui permet déjà de lisser la courbe de charge du système électrique. Et bien demain, on disposera d'autres moyens de stockage à travers des pompes à chaleur, du stockage thermique offert par les pompes à chaleur ou les chauffe-eau thermodynamiques, par les véhicules électriques et par d'autres dispositifs de pilotage intelligents qui pourront être déployés dans la maison. Donc, pour conclure, voilà, cette réglementation, comme je le disais en introduction, elle était attendue depuis longtemps, elle était souhaitée également parce qu'il était important que la France, comme d'autres pays européens l'ont fait, s'inscrivent dans une ambition, dans une trajectoire bas carbone pour la construction neuve de ces bâtiments. Donc, la France franchit enfin ce pas avec une ambition qui est forte, certes, mais qui reste atteignable avec des solutions qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché, avec un impact économique, un impact sur le coût de la construction qui reste relativement modéré. Alors là-dessus, il y a eu plusieurs aussi études qui ont été menées. Alors l'étude d'impact qui a été menée par les pouvoirs publics, et de notre côté, EDF, nous avons également réalisé nos propres études d'impact avec un certain nombre de bureaux d'études qui montrent que le surcoût de ces renforcements d'exigences, aussi bien sur le BBio, sur les émissions et sur le confort d'été, va conduire à une augmentation de l'ordre de 3-4% du coût global de la construction. Donc une augmentation qui, à terme d'ailleurs, devrait être abaissée avec la généralisation des solutions et des changements de mode constructif des bâtiments. Donc, les solutions dont j'ai parlé, en particulier les pompes à chaleur très bas carbone, donc, sont aujourd'hui disponibles. Elles vont être généralisées et en particulier pour le logement collectif, de nouveaux produits vont apparaître. La filière industrielle est mobilisée sur ces sujets. Et elles permettront d'être installées avec une meilleure compétitivité qu'aujourd'hui. Et puis, en complément, en particulier pour les zones urbaines denses, le développement des réseaux de chaleur est à encourager. La décarbonation donc, de ces réseaux est déjà en cours et elle va se renforcer dans les années à venir. Enfin, voilà, je reste... Alors,
pour ma part, disponible à vos questions à l'issue de cette présentation. Et puis, plus globalement, au sein d'EDF, toutes nos équipes sont également à vos côtés pour répondre à vos questions et vous accompagner dans la prise en main de cette nouvelle réglementation RE 2020. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hélène, effectivement. Alors, il y en a quelques questions sur le chat, j'en ai quelques-unes aussi en complément. Vous mentionnez en termes d'impact sur la vision du système électrique, en termes de comment est-ce qu'on arrive à cette soutenabilité, à la fois avec un appui en termes de baisse de consommation, en termes aussi de flexibilité. Et vous avez cité aussi le véhicule électrique, et c'était aussi l'une des questions d'un des intervenants, disant vous ne parlez pas trop de la question de la charge du véhicule électrique, que ce soit dans la flexibilité ou dans la charge du réseau électrique de manière plus large. Quelle est votre vision aussi au sein de l'approche RE 2020, puisque effectivement il y a un lien qui est quand même fait à ce niveau-là? Alors, c'est tout à fait. Alors, c'est effectivement la question est totalement pertinente parce qu'il y aura de plus en plus de porosité, je dirais, entre le secteur, entre le domaine du transport et le domaine du bâtiment. Hein, donc, avec le développement notamment du véhicule électrique dans nos foyers. Donc, je dirais, de la même façon que on a déployé par le passé des nouveaux usages électriques, et je citais le cas par exemple du ballon de stockage d'eau chaude, avec des modes de pilotage intelligents, en tout cas qui s'adaptaient justement aux contraintes du système électrique, et bien demain, le véhicule électrique pourra s'adapter totalement aux aléas du système électrique. Alors, pour effectivement recharger au moment où la charge, la courbe de charge du système électrique est la moins élevée, ou inversement pour charger également lorsqu'il y aura des excédents, par exemple, de production ENR, et qu'il faudra et qu'on incitera un certain nombre de consommateurs à utiliser leurs usages électriques. Donc, clairement, avec le déploiement du véhicule électrique, on va avoir une multiplication, un déploiement des dispositifs de pilotage intelligent, donc des smart box, effectivement, qui commencent déjà, qui sont déjà commercialisés et qui commencent à se répandre, et donc qui vont faciliter l'intégration de ces nouveaux usages électriques dans les bâtiments, et en même temps faciliter également la pénétration des ENR électriques avec un meilleur couplage entre la production ENR et l'utilisation de ces usages dans les bâtiments. Merci. Sur les pompes à chaleur, vous avez beaucoup parlé effectivement des pompes à chaleur RR et RO en particulier. Peu des pompes à chaleur OO, je ne sais pas si c'était un choix ou juste un oubli. Et autre remarque, dans l'éventail des solutions disponibles, vous avez parlé effectivement du bois énergie, des réseaux de chaleur via notamment d'Alkia pour le groupe EDF. Par contre, pas du tout de mention du solaire, que ce soit le solaire photovoltaïque ou thermique. Est-ce que c'est un oubli? Est-ce que vous considérez que ça n'a pas forcément sa place dans la RE 2020? Est-ce que c'est d'autres vecteurs qui doivent le porter? Alors, sur le, je commencerai par la question sur le solaire. Alors, la production photovoltaïque est bien prise en compte aujourd'hui dans le moteur de calcul de la RE 2020, mais dès lors que cette production photovoltaïque est utilisée en autoconsommation. Donc, ce qui va être pris en compte, ce qui est valorisé, c'est le potentiel d'autoconsommation de la production locale. Sur le bâtiment, parce que je dirais la RE 2020 vise à améliorer, à construire des bâtiments qui soient performants sur le plan énergétique, donc ça veut dire qui réduisent leurs besoins intrinsèques, donc on améliore la qualité intrinsèque avant tout du bâtiment, c'est le levier sur le BBO, hein, donc, et ensuite on limite les consommations des différents usages dans le bâtiment, donc ça c'est la priorité. Ensuite, si on souhaite installer de la production locale et l'utiliser, ça c'est également ce mode de consommation est également pris en compte et valorisé dans le moteur de calcul RE 2020. En revanche, ce qui n'a pas été retenu, ce qui n'a pas été valorisé dans la RE 2020, c'est la production locale qui est exportée sur les réseaux, parce que elle s'apparentait à un droit à la surconsommation, c'est-à-dire qu'on pouvait compenser finalement des consommations dans le bâtiment, une surconsommation dans le bâtiment par de l'injection, par de l'export de production locale d'électricité. Pour le solaire thermique, je dirais il est également pris en compte dans la RE 2020.
c'est vrai que c'est une technologie aujourd'hui qui peine à décoller, qui peine à se diffuser, alors plus pour des raisons économiques que pour des raisons réglementaires. Voilà. En tout cas, l'ARE 2020 prend en compte également ce potentiel, et notamment au travers de l'indicateur sur les consommations d'énergie primaire non renouvelable. Hein, donc, un bâtiment qui sera équipé de solaire thermique, de capteurs solaires thermiques, sera valorisé. En tout cas, enfin, la part d'énergie renouvelable offerte par cette solution, cette technologie sera prise en compte. Enfin, sur la question relative aux pompes à chaleur géothermiques, hein, donc aux eaux, c'est vrai qu'aujourd'hui, elles représentent un marché, je dirais, très marginal, hein, voilà, qui est très limité. Et qui est en déclin depuis plusieurs années. Alors on peut le regretter effectivement parce que ce sont des solutions très performantes, hein, à la fois pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et également pour le rafraîchissement des maisons, mais ce sont des solutions qui sont plus coûteuses à mettre en œuvre et plus difficiles, et donc force est de constater aujourd'hui que sur le marché neuf, déjà depuis la RT 2012, cette technologie peine à être diffusée. Alors c'est un constat qui est partagé par plusieurs pays européens, donc dans d'autres pays où les pompes à chaleur sont largement diffusées en construction neuve. Je pense par exemple à l'Allemagne, hein, où par exemple 25% des bâtiments collectifs en Allemagne sont équipés de pompes à chaleur. Des bâtiments collectifs neufs, hein, en Allemagne sont équipés de pompes à chaleur. Eh bien, la majorité de ces pompes à chaleur sont des pompes à chaleur RO. Voilà. Donc, le marché de la géothermie, même s'il est en Allemagne, il est un peu plus important qu'en France, il a aussi des difficultés. Peut-être deux dernières questions pour terminer avant de laisser la parole à Benjamin Haas. Une question sur votre vision du biométhane. Du coup, dans cette RE 2020, vous l'avez bien dit au début, la RE 2020, contrairement au titre qu'on a pu voir, ne signe pas la fin du gaz. En revanche, elle fait une place au gaz renouvelable. Donc, vous, votre vision pratique au niveau de la RE 2020 et stratégique au niveau du groupe d'EDF, à quoi est-ce que ça correspond en termes de trajectoire? Et deuxième et dernière question, avant de passer la parole à Benjamin Haas, la question du rafraîchissement. Est-ce que du coup, la mise en place de solutions actives de rafraîchissement reste encore nécessaire au vu de toutes les incitations qui sont mises en place pour avoir un bâtiment qui, certes, a une bonne isolation pour le confort thermique d'hiver, mais également qui respire pour assurer le confort thermique d'été en l'occurrence. Est-ce que du coup, ça fait toujours sens de parler de solutions actives par rapport à l'approche passive plus matériaux-conception? Alors, sur le biométhane, donc effectivement, comme je l'indiquais en début de ma présentation, donc le biométhane, c'est une énergie. Alors déjà, effectivement, pour être clair, hein, pour tenir un discours clair par rapport à l'ensemble de l'auditoire, donc le biométhane, c'est une énergie dont on aura besoin à l'horizon 2050. C'est-à-dire toutes les énergies bas carbone seront utiles et seront nécessaires à l'atteinte de l'objectif neutralité carbone. En revanche, nous, ce que nous pensons et ce qu'un certain nombre d'acteurs partagent, c'est que ce biométhane, déjà dans son gisement, sera limité parce que aujourd'hui, l'utilisation, le gisement de biomasse lui-même donc est limité. Donc même si c'est une filière qui est en développement, on ne pourra pas produire des quantités de biométhane de manière illimitée, d'une part, et d'autre part, donc ce volume à terme, ce volume de biométhane, alors qui est estimé autour de, selon la SNBC, entre 130 150 TWh, hein, donc à terme, d'ici à 2050, ce gisement de biométhane, il aura une utilité beaucoup plus importante pour certains secteurs économiques qui seront plus difficiles à décarboner, à commencer par l'industrie. Voilà, on sait que certains secteurs, certains process industriels ont besoin du gaz aujourd'hui et pourront difficilement basculer vers des énergies décarbonées, qu'il s'agisse de la biomasse ou de technologies électriques. Les pompes à chaleur électriques, par exemple, dans l'industrie, pour le domaine industriel, on fait d'énormes progrès. On arrive aujourd'hui à pouvoir atteindre des températures de plus en plus élevées, mais il n'en demeure pas moins que pour certains process industriels, le recours au gaz va perdurer. Et donc, pour l'industrie, pour certains secteurs aussi, pour du transport lourd également, pour également
une partie d'ailleurs de la production d'électricité, hein, donc les moyens thermiques de pointe qui aujourd'hui utilisent du gaz fossile et demain pourront utiliser du biométhane, pour l'ensemble de ces secteurs, le gisement de biométhane qui sera produit à l'horizon 2050 devra être affecté prioritairement à ces secteurs. C'est la raison pour laquelle la SNBC et nous partageons le fait que le biométhane doit être réservé en dernier recours, on va dire, aux bâtiments. Et ensuite, dans le secteur du bâtiment, ensuite, quelle est la meilleure allocation, quelle est la meilleure utilisation donc, de ces 30 TWh de biométhane estimés à l'horizon 2050? Eh bien, nous pensons que l'utilité de ce biométhane sera plus forte pour le marché de la rénovation des bâtiments qui seront difficiles à rénover ou, comme je l'indiquais, éventuellement pour verdir, pour alimenter une partie du mix énergétique des réseaux de chaleur. Voilà, donc ça c'est pour la question relative au biométhane. Et la dernière question, oui, concernant le confort d'été. Voilà. Alors, sur le confort d'été, effectivement, l'équation va être difficile, très clairement, l'équation va être difficile à atteindre dans certaines zones climatiques, en particulier en zone H3, où là, les limites qui ont été fixées par les pouvoirs publics sont très contraignantes. Et ce qui conduira, si les exigences sont fixées en l'état, finalement à produire des bâtiments qui risquent d'être inconfortables dès leur livraison. Et donc, ils pourraient conduire a posteriori à l'installation d'équipements de climatisation contre-productifs. C'est-à-dire que pour ces bâtiments, il sera très difficile d'atteindre zone H3, excusez-moi, c'est les zones méditerranéennes, effectivement, le pourtour de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais c'est quelque chose également qu'on observe dans certaines zones du sud-ouest. Et donc, en fait, pour ces zones-là, pour ces zones climatiques, le recours à des solutions passives qui restent la priorité, encore une fois, et en priorité, quand on conçoit bien un bâtiment, il faut en priorité privilégier les solutions passives, donc déjà la conception bioclimatique du bâtiment et puis des équipements, je dirais, intégrés directement au bâti qui permettent de limiter la diffusion de chaleur dans l'intérieur du bâtiment. Donc ça, ces solutions passives ne suffiront pas. Donc ça, clairement, c'est quelque chose qui a été remonté au pouvoir public. Alors, il y a eu quelques ajustements dans la dernière version des textes RE 2020, mais il y a un risque très fort que ces bâtiments ne soient pas totalement confortables face aux épisodes de canicule qui vont se multiplier dans les années à venir. Merci beaucoup. On va passer la parole à Benjamin Haas, du coup, pour nous présenter la vision côté effectivement plus gaz, en l'occurrence. Benjamin, est-ce que vous pouvez-vous allumer votre caméra et partager votre écran? Vous avez un slide qui s'intitule Continuité et rupture au niveau de la RE 2020. Alors, on est très intéressé de savoir en quoi, effectivement, ça relève un peu des deux sujets. La question du carbone, du cycle de vie, de la place du gaz. Je pense que vous allez développer tous ces points-là. Donc, on vous laisse intervenir pour nous partager ces éléments. Même contrainte que Hélène, un peu moins de 15 minutes d'intervention et on enchaînera avec quelques questions du coup. Et j'invite évidemment l'auditoire à les poser dans le chat pour que je puisse les reprendre, les reformuler et les compléter. Postez bien à tout le monde, pas forcément en privé à moi, vous pouvez les partager avec tout le monde. Benjamin, c'est à vous. Merci, vous m'entendez correctement, le soundcheck? On vous entend sans souci. Bon, ok. Merci beaucoup. Alors, je vous partage ma présentation. Je vais sauter sur un certain nombre de slides parce qu'il y a un certain nombre d'éléments factuels sur la RE que Hélène a très bien présenté. Donc, je vais aller assez vite. Je voudrais faire une petite introduction un peu générale et prendre de la hauteur sur ces réglementations qui sont sur les bâtiments neufs, qui font couler beaucoup d'encre et qui donnent lieu à beaucoup de réactions. On est effectivement sur une réglementation qui va toucher un secteur qui finalement est probablement assez petit par rapport à l'effort qu'on doit faire pour décarboner le parc de bâtiments. Je ne reviens pas là-dessus, qui est le secteur des bâtiments neufs. Ce secteur-là, tout ce qu'on va faire dessus, finalement, et pas que sur la partie élec, mais tout ce qu'on va faire dessus va avoir un impact qui finalement va être assez faible étant donné la performance des bâtiments aujourd'hui, tant sur les aspects consommation élec
que éventuellement sur les aspects consommation gaz. Toutefois, c'est une réglementation qui porte une forte charge symbolique et qui envoie des signaux très très forts au marché sur quelle est la direction dans laquelle on veut aller. Donc à mon sens, on est sur quelque chose qui va dépasser le seul sujet du neuf dans l'impact que ça va avoir. Ça va irriguer toutes les approches, tant du point de vue méthodologique sur l'existant, et je vais revenir un point en détail sur les aspects qui sont très impactants. Donc finalement, en filigrane, dès qu'on parle de RE, on parle aussi de l'ensemble du reste du parc. Et ça, j'insiste dessus, c'est important. Excusez-moi, ça saute un peu de mon côté. Je ne saisis pas pourquoi. Nous, c'est bon, on voit votre PowerPoint et on vous entend bien. Oui, alors moi, il jongle entre... Pardon, il jongle entre la partie plein écran et la partie... Là, vous voyez le qu'est-ce que la RE2020, c'est ça? Oui, c'est bon, parfait. Oui, d'accord. Bon, j'espère que ça va aller. L'intitulé de cette matinale, elle est autour du résidentiel, hein, si je comprends bien. Toutefois, on a quand même quelques rappels. On est quand même au-delà du résidentiel, mais on est encore en attente des sujets tertiaires. Je tenais à le rappeler ici. Normalement, on doit avoir une partie du tertiaire qui devait sortir. Ça n'a pas été le cas. Effectivement, la rénovation en tant que telle ne rentre pas dans le champ. Mais comme je le disais, c'est un standard de fait vers lequel on va aller pour calculer la consommation énergétique et c'est un standard en devenir pour les aspects impacts environnementaux. Je passe les aspects marché parce que je pense que ça a été rappelé assez bien par Hélène. Donc effectivement, avec des maisons individuelles aujourd'hui qui sont assez élec, des logements collectifs qui sont assez gaz et du tertiaire qui est assez élec, on va le dire comme ça. Je vais directement sur ce slide-là. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de refaire un petit peu d'histoire. Et d'où est-ce qu'on vient? Ça, c'est l'enchaînement des réglementations énergétiques et thermiques depuis un certain temps. Et on a une RE2020 qui, certes, a un petit peu de retard, mais je pense que ce n'est pas qu'une raison Covid. Ça va pas être tout à fait mon interprétation. Et je pense que beaucoup de gens autour de la table ont le souvenir de quelque chose qui s'appelait Plus c'est moi, qui n'est pas si lointain que ça, et qui devait paver la route pour la RE2020. Et c'était quelque chose d'assez ambitieux et en particulier qui devait porter une vision sur les autres usages de l'énergie, par exemple, qui devait porter une vision globale sur les exigences ENR, qui en fait portait une vision énergétique, le E+, le énergie positive, et qui voyait un peu dans la continuité de la RT 2012, le bâtiment comme faisant partie d'un écosystème énergétique qui peut fournir de l'énergie à ses voisins. Et ce n'était pas une honte à l'époque, le bâtiment pouvait aider ses voisins. Et là, je ne suis pas tout à fait en phase, Hélène, tu t'en doutes. Rendre service à ses voisins, ce n'était pas un droit à consommer à l'époque. Il y avait des contraintes aussi sur ces bâtiments-là. Ce n'était absolument pas des passoires. Et au final, on a perdu tout cet aspect E+. Et donc, en fait, pour refaire le point, le lien avec le calendrier, la principale raison pour laquelle la RE2020 est sortie si tard, c'est, à mon sens, pas une raison Covid, c'est que tout ce qu'on avait préparé pour construire cette réglementation, on l'a remis en cause. On a cassé pas mal de choses, pas tout, mais on a cassé pas mal de choses. Pour la petite histoire, la méthode de calcul carbone sur les produits de construction et équipements, sur lesquels je ne vais pas revenir, Hélène en a parlé, elle a changé il y a 2 semaines. Donc, c'est pour donner une idée, il y a encore un élément qui a été rajouté après avoir été enlevé, rajouté, enlevé. Donc, au final, on navigue toutefois un petit peu à vue, et ça, ce n'est pas le Covid qui fait ça, essentiellement parce qu'on a changé beaucoup de paramètres en cours de route. Donc, c'est pour ça que ça a mis du temps à sortir. Et il y a encore un certain nombre d'incertitudes. Cette introduction étant faite, je voulais rappeler la grande vision, les grands axes de notre vision technologique autour de la RE2020 et de manière plus générale au niveau des bâtiments. Des choses qui ne vous surprendront pas autour de la diminution d'énergie primaire non renouvelable. Vous verrez que je reprendrai ce slide à la fin, on va faire un bilan et est-ce qu'on y est arrivé ou pas. Et la valorisation des gisements de méthane et ENR qui sont liés au projet. De nouveau, j'y reviendrai au cours de ma présentation. Et un point extrêmement important qui est le deuxième, que Hélène, tu as anticipé, autour de la diminution de l'intensité de la pointe électrique. Je voudrais faire un petit stop sur ce point-là. Et c'est lié au gaz. Déjà, effectivement, en faisant intervenir Engie, on se dit qu'on va parler gaz. Toutefois, on a
un périmètre tant dans la production d'énergie que dans la vente d'énergie qui va bien au-delà du gaz. Hein. En particulier, on est équilibré en gaz élec et on est un producteur d'électricité renouvelable indépendant assez conséquent. Donc, on a une vision qui va bien au-delà. On a une vision qui va vers l'équilibre global du système énergétique. Quand on dit le gaz ne doit pas être réservé en priorité aux bâtiments, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je suis complètement d'accord quand on dit qu'il y a un sujet industrie, et étant donné les hautes températures qui sont nécessaires à certains process, complètement en phase. À la mobilité lourde aussi, parce qu'il faut une belle densité énergétique. Toutefois, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier dans l'équation, qui est qu'aujourd'hui, en hiver, la demande énergétique de la France et de manière générale de toute l'Europe nord-ouest, c'est 4 à 6 fois supérieur à la demande énergétique de l'été. 4 à 6 fois. Ce 4 à 6 fois, c'est essentiellement du chauffage parce que c'est ça qui bouge entre l'hiver et l'été. Il faut s'imaginer la quantité de stock énergétique qu'il faut pour passer ce pic-là. Si vous faites une conversion et qu'on passerait tout à l'élec, ce qui évidemment est une vision un peu extrême, hein, je le reconnais, mais c'est plus d'une centaine de paires hein, qu'il faut construire pour passer ces pointes-là et qui vont fonctionner que 2 ou 3 mois. Donc, quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens. Et c'est une vision un peu extrême, je suis d'accord, il y aura la rénovation des bâtiments, il y aura le développement des parcs, etc. Aujourd'hui, c'est ça la vision. Donc, pourquoi le gaz est extrêmement important pour le chauffage dans les bâtiments? C'est tout simplement parce que le chauffage, on n'en a besoin qu'une partie de l'année, dans des volumes considérables, mais sur des temps courts. Donc, pour faire face à ces demandes-là, il nous faut du stockage. Et pas du stockage batterie, parce que le stockage batterie va nous faire 1 jour, 2 jours, 3 jours. Allez, 1 semaine grand maximum, mais encore en comptant le foisonnement de comment ça se passe dans la réalité sur véhicule tout grid, ça sera très, très compliqué. Là, je parle d'énergie dont on va avoir besoin de 2 mois, 3 mois. Et à part le gaz, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. Donc, en fait, je dirais même la décarbonation du vecteur gaz, elle n'est pas une option, hein, c'est juste indispensable. Pour de vrai, si on n'y arrive pas, on n'arrivera pas à passer cette pointe qui est due en chauffage. Ça sera complètement impossible. Et ensuite, il y a des gaz multiples et variés, le biométhane, l'hydrogène vert, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Donc, quand on dit diminuer l'intensité de la pointe électrique, c'est à ça qu'on fait référence. Hein. En tout cas, nous, quand nous l'écrivons. Il ne s'agit pas de la petite pointe de 19 heures parce qu'on a mis en marche chez Cuisinière. Ça, on sait faire déjà, il n'y a pas de problème. Je parle de la pointe qui est de l'ordre de 140-150 gigawatts au global qui est associée au chauffage l'hiver. Donc voilà, c'est quand même important d'avoir ces ordres de grandeur-là. Hein. C'est considérable. Donc pour nous, c'est un fil directeur qu'on suit partout, sur tous les secteurs. Quand on dit le bâtiment va avoir assez peu d'impact sur la pointe électrique, je dirais, c'est pas faux, hein, mais ça peut avoir peu d'impact sur tout, hein, en réalité. Ça va avoir peu d'impact sur les émissions CO2, donc on pourrait continuer avec du gaz, hein, finalement, si on tire ce fil. Ça va avoir assez peu d'impact. Par contre, ça va montrer l'exemple. Donc, c'est un signal fort qu'on va envoyer. Troisième point important, diminuer notre intensité carbone, c'est évident, avec 2 points qui nous paraissent intéressants autour de l'analyse en cycle de vie, mais l'Anne a bien dit, c'est déjà pris en compte, et en prenant en compte les contenus CO2 d'électricité disponibles. Ça va être un peu plus compliqué, on va y venir. Dernier point qui nous paraît très, très, très important, l'évolutivité des systèmes énergétiques. Aujourd'hui, prétendre qu'on a toutes les solutions pour assurer notre transition énergétique, c'est probablement aller un peu vite. Et aujourd'hui, la meilleure solution qui nous permet de faire évoluer nos systèmes énergétiques dans le temps, ça va être les solutions sur boucle à eau chaude, qui nous permettent de changer le système de génération. C'est pas hyper facile. Je suis pas en train de vendre quelque chose où on va avoir du plug and play pour passer d'un vecteur énergétique à un autre, mais c'est ce qu'il y a de plus crédible pour se donner du mou pour l'avenir. Donc voilà, ça, ce sont nos 4 piliers. Diminuer notre consommation, tous les aspects associés à la puissance et à la pointe saisonnière, cette pointe électrique saisonnière, diminuer notre intensité carbone et garantir l'évolutivité des systèmes énergétiques. Je passe un peu sur la méthode parce que Hélène en a bien parlé, donc ça me permettra de gagner un petit peu de temps. Je voulais faire une thématique des choses qui n'ont pas été évoquées sur les aspects énergie et comment est-ce que sont calculés l'impact énergétique et carbone dans cette réglementation. C'est quand même important de rappeler que dans notre histoire, il y a une énergie primaire, des conversions d'énergie finale à énergie primaire et des choses étonnantes qui ont été faites dans cette réglementation. Avec le facteur d'énergie primaire qui a été abaissé de 2,58 à 2,3 pour l'électricité, avec une méthodologie auquel a droit l'électricité et pas les autres vecteurs énergétiques, hein, aucun des autres vecteurs énergétiques,
où on a dit qu'on a pris en compte dans ce 2,3 l'évolution sur les 50 prochaines années du mix électrique. Donc, ce n'est pas jusqu'à 2050, hein, c'est jusqu'à 2070. Voilà, on a dit, ce mix, il va évoluer sur les 50 prochaines années. J'en fais une moyenne, donc ça va bien au-delà de ces courbes-là. Hein. Si vous faites la moyenne de ça, vous ne tombez pas sur 2,3. Et on va considérer que la conversion en énergie primaire de notre électricité, c'est cette moyenne sur ces 50 prochaines années. Vous vous doutez que ça nous a quand même beaucoup interpellés. Si on fait la moyenne sur les 50 prochaines années de tout, on va tomber sur des choses assez surprenantes et probablement prendre de gros risques parce qu'on va s'autoriser à consommer maintenant une énergie qui n'est pas disponible. Mais côté électricité, c'est quelque chose qui aujourd'hui est intégré via la PPE. Donc évidemment des choses qui nous interpellent sur quel est le message qu'on envoie quand on fait des choses comme ça. C'est fort, hein, c'est fort de dire on fait confiance à quelque chose et aux autres on ne fait pas confiance. Alors qu'il va falloir avoir tout le monde autour de la table. Petit zoom sur la consommation en énergie primaire non renouvelable, dont a parlé Hélène. Donc effectivement, je partage complètement l'analyse à un petit delta près, qui est qu'on a une exclusion quasi systématique de tous les faits Joule. Donc ceux qui souhaitaient faire le chaude sanitaire et le chauffage de leur bâtiment avec des outils de cuisine ne le pourront pas, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, et on va le voir, les systèmes effet Joule sont complètement éligibles à partir du moment où ils sont combinés avec d'autres systèmes énergétiques. Donc, ils ne sont pas sortis de la réglementation. Par contre, ils ne peuvent pas être utilisés tout seuls. Donc, c'est un petit peu différent et je vais revenir sur ces systèmes énergétiques tout à l'heure, dans quelques instants. Je fais un peu attention au timing. Sur la partie carbone, de nouveau, Hélène a très bien présenté la méthode. Je ne vais pas revenir trop dessus, sur la diminution carbone sur la partie construction, sur la partie exploitation. Ce sur quoi je souhaitais peut-être insister, c'est en symétrique de l'énergie primaire, ce qui s'est passé sur l'évaluation carbone des vecteurs énergétiques. Sur le bois, en fonction des différents vecteurs énergétiques, on est autour de 30, le gaz naturel, on est à 227, ça ne change pas grand-chose. De nouveau, ce qui est intéressant, c'est que la méthode d'évaluation du contenu CO2 de l'électricité de chauffage a été modifiée par la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui descend à 79 grammes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, on est à 180 dans l'utilisation du DPE. Et c'est tout de même intéressant de rappeler que ceci se fait en désaccord avec le GT électricité de la base carbone, qui, à l'unanimité des voix exprimées, n'a pas souhaité retenir cette méthode-là. L'unanimité moins une. Donc, qu'on parle de signal, on parle de symbolique, pour nous, c'est important. De nouveau, on est en train de dire il y a un vecteur énergétique qui a beaucoup de vertus, hein, il n'y a aucun doute là-dessus, mais c'est le seul à en avoir. Et là, c'est quand même extrêmement gênant. Le biométhane aujourd'hui n'est pas à date valorisé hein, dans l'Aéro 2020. Pour nous, c'est un sujet qui est extrêmement important, qui soit valorisé en tant que tel. Je remets aussi quelques chiffres qui sont importants. Aujourd'hui, passer le logement collectif en biométhane à partir de maintenant, c'est 3 à 5 TWh nécessaires en 2050. Donc déjà, le 30 TWh du scénario qui est assez électrifié, dit AMS, qu'a présenté Hélène, on considère qu'on peut aller bien au-delà, mais même si on parle de ça, de ces 30 TWh, alors chacun peut peut-être analyser comme il le souhaite, mais on n'est pas sur un game changer. Il n'y a pas particulièrement d'enjeu de volume 2050 quand on parle du bâtiment. C'est complètement symétrique de ce qu'a dit Hélène sur la pointe électrique. Hein. Étant donné qu'on est sur des bâtiments qui sont très performants, finalement, ce n'est pas des bâtiments qui vont avoir un impact fort sur les émissions de CO2 en exploitation, parce qu'ils consomment assez peu. Ce n'est pas des bâtiments qui vont avoir un impact fort sur la pointe électrique. De nouveau, il y a un aspect signal qui est important. On dit on fait confiance et on fait un chèque en blanc à un certain vecteur énergétique. Le reste, par contre, on doute. Voilà. Et ça, pour nous, c'est quand même important. Et c'est important pour la filière, pour quelle qu'elle soit. Donc, on est de toute façon dans une disparition du gaz naturel, hein, qui est fossile. Là-dessus, il n'y a aucun doute là-dessus et c'est absolument indispensable. Toutefois, aujourd'hui, nous, on nous interroge pourquoi on n'a pas plus de signaux positifs sur le biométhane quand on a tant de signaux positifs pour d'autres vecteurs énergétiques. L'aéro n'est pas encore complètement sorti, c'est un sujet en cours hein, de discussion et c'est un point d'attention très très fort pour Engie.
Concernant les systèmes énergétiques, effectivement, on sort le tout radiateur électrique. Toutefois, là, je suis aussi pas tout à fait d'accord avec Hélène sur les solutions qui vont rester. Là, je donne un exemple sur la maison individuelle. Je ne voulais pas rentrer trop dans tous les types de bâtiments. Il se passe à peu près la même chose sur le logement collectif. La PAC hybride, en tout cas ce qu'on appelle PAC hybride aujourd'hui, ne passe pas les seuils de la maison individuelle. Nous, on ne sait pas faire ça. Voilà, on ne sait vraiment pas faire ça. Certains y arrivent en poussant vraiment certains curseurs dans le dernier retranchement. Et donc, ça veut dire des surcoûts tellement prohibitifs qu'en pratique, vous n'allez pas mettre ce type de solution. Donc, il y a une différence entre dire c'est pas interdit et dire ça va être réaliste. Parce que si vous devez mettre 20 ou 30 000 euros de surisolation par rapport aux autres systèmes pour avoir le droit de mettre des paquets hybrides, en pratique, ça veut dire que vous les excluez. Et c'est en fait, en pratique, ce qui va se passer. Donc, la PAC Hero, effectivement, est la seule solution avec, je reviendrai un peu en cette de conclusion, avec les poêles bois combinés à des radiateurs électriques qui s'en sortent en maison individuelle. Et comme le disait Hélène, hein, c'est des technos qui sont déjà assez présentes en maison individuelle. Hein. Mais il nous paraît faux de dire que la PAC hybride a sa place en maison individuelle. La PAC, voilà, PAC Hero, où il reste. Et également PAC RR associé à des radiateurs électriques. Donc ça, c'est quand même un point important. Je ne suis pas sûr, Hélène, quand tu écris PAC RR dans tes slides, si c'est un oubli ou si tu le penses vraiment. Mais le radiateur électrique, aujourd'hui, se combine avec les PAC RR sur le terrain. C'est ça qu'on voit. Donc, on voit des bâtiments qui, au cœur de l'hiver, sont en fait des bâtiments radiateurs électriques, complètement, avec dégradation des COP des PAC RR. Hein, c'est mieux qu'un radiateur, hein, je ne dis pas le contraire, mais on est dans un mélange de techno qui, à la fin, va se comporter de manière assez proche du radiateur électrique. Donc nous, ça, c'est un vrai point d'attention. Non, le radiateur électrique qui n'est pas sorti, le tout radiateur électrique est sorti, mais il va se combiner avec d'autres solutions. C'est le même principe en logement collectif, même s'il y a eu quelques petites variations de seuil. Solutions hybrides sous tension, très très fortes, qui font qu'en pratique, elles vont avoir du mal à se passer, étant donné les surcoûts annexes qu'il va falloir. Et de nouveau, des solutions sur vecteur R, type PAC RR, et plus effet Joule, hein, toujours. Ou alors là, comment c'est compliqué en termes de conception, qui vont se placer. Excusez-moi pour 2024, c'est un 2025 sur ce slide-là. Sur la thématique... au niveau temps, du coup, peut-être essayer en 1 ou 2 minutes pour aller jusqu'au bout. Merci beaucoup. Ouais. J'arrive au bout. Je pense que avant-dernier slide sur les solutions, sur le podium des solutions, un point juste en quelques minutes sur les aspects coûts. Donc, on a effectivement parlé coûts, ils peuvent être discutés, discutables, etc. Est-ce que c'est grave, pas grave? Est-ce que c'est amorti, pas amorti par d'autres choses? Ce qui est très important et très intéressant, c'est que de toute façon, le surcoût ne sera pas compensé par les économies de facture. C'est une grande nouveauté, hein, philosophiquement. La RT 2012 disait « investissez un peu parce que derrière, vous allez vous y retrouver. » Et à la fin, le consommateur est gagnant. Dans les études d'impact de la DHUP, ça, c'est une philosophie qui n'existe plus. On a un bâtiment où on ne récupère pas son surcoût par rapport à ce qu'on va voir à RT 2012. Ce n'est pas un point de vue NJ, hein, c'est un point de vue DHUP. Donc, c'est un changement de philosophie complet. On le justifie pour faire des économies de carbone. Pourquoi pas? Aucun problème. On arrive, selon de nouveau les chiffres de la DHUP, à un coût de la tonne évitée qui tourne à 700 €. Aujourd'hui, sur les mécanismes carbone, on tourne à 60 €, la tonne de CO2 sur les mécanismes d'IETS au niveau européen, etc. Donc, c'est très, très cher. Donc, nous, on s'interroge aussi sur la captation un peu de notre capacité d'investissement pour des choses qui sont assez faiblement efficaces en termes d'économie CO2. Je ne vais pas revenir sur les podiums des solutions. Peut-être le seul point qui est important, c'est qu'à chaque fois qu'on a un poêle bois ou une PAC RR, en pratique, on a un effet Joule en appoint, toujours. Donc, au final, il reste là. En conclusion, est-ce qu'on se retrouve sur nos grandes visions? Il y a des questions, il y a des choses sur lesquelles on ne va pas se retrouver. Peut-être le point important ici, qui est que sur le biométhane, aujourd'hui, on a encore beaucoup de points d'interrogation sur le signal qui va être envoyé à la filière. Et voilà, c'est un point de vigilance fort. Et également sur les systèmes hybrides, qui sont extrêmement vertueux à la pointe, mais je parle bien de la pointe longue, celle qui est sur plusieurs semaines, celle qui nécessite un stock d'énergie considérable. Aujourd'hui, les signaux qui sont envoyés sont en pratique pas super positifs.
Donc, on travaille encore pour convaincre de l'intérêt d'envoyer les bons signaux sur ces deux aspects-là. On est quasiment en bout, hein. Les textes sont en consultation publique depuis hier. En tout cas, ça restera un point d'attention fort pour nous dans l'avenir également. Et c'est bon pour moi. Merci beaucoup, Benjamin. On a peut-être, alors au niveau des questions, peut-être une ou deux remarques, mais il y a un slide qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, qui était la question du confort d'été, rafraîchissement justement. Je vais vous poser la même question que Hélène. Du coup, vous êtes plus en faveur, votre analyse, mais plus en avant le fait qu'on peut arriver à un bon confort d'été avec des solutions passives, avant de passer vraiment aux solutions actives. Est-ce que j'ai surinterprété votre positionnement ou est-ce que ça correspond à Non, votre vision? non, du tout. Alors, sur ces aspects-là, ce qui est absolument sûr, c'est que autant je partage la vision qui est ça va pas être facile. Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Mais dans un contexte où ça va pas être facile, dans un contexte où on va avoir effectivement des vagues de chaleur qui sont de plus en plus importantes, il va pas falloir jouer au pompier pyromane et très vigilant à ne pas jouer au pompier pyromane. C'est intéressant, on commence à voir sortir des contenus CO2 de la climatisation qu'on n'avait pas avant. Ils sont assez élevés, hein. Donc, c'est quand même un point de vigilance. Est-ce qu'aujourd'hui, on va tout faire avec du passif? Je ne mettrai pas ma main à couper de ça. Par contre, ce qui est absolument sûr, c'est qu'il faut mettre énormément de watts, permettez-moi l'expression, sur les solutions passives. C'est absolument fondamental de ne pas brouiller le message, de ne pas tout de suite dire vous inquiétez pas, il va y avoir de la climatisation active pour lesquelles on prévoit des installations, par exemple, ça faisait partie des propositions à un certain moment, prévoir de manière systématique des réservations pour installer de la clim, c'est complètement contre-productif pour le signal, comme signal. Donc, de nouveau, est-ce qu'on va y arriver uniquement avec des solutions passives? Aujourd'hui, personne ne peut le dire avec certitude. Par contre, ce qui est clair, c'est que de nouveau, il faut envoyer les bons signaux. Il faut tout faire pour éviter des solutions actives qui, eux aussi, vont être émetteurs de CO2, qui vont embarquer des fuites frigorigènes, qui ont des impacts sur le réchauffement climatique, etc. Ok, merci beaucoup. Sur le sujet effectivement de l'approche de gisement au niveau biométhane, ou à la fois dans le chat, à la fois dans votre approche, il y a une question de gisement, une question d'usage qui est différente de la vision d'EDF, semble-t-il, sur ce point-là. J'avais noté, me semble-t-il, de ce que disait Hélène, qu'on était à un potentiel de 30 TWh à horizon 2050. Un intervenant sur le chat disait on est plutôt à 300 d'après les gisements de l'ADEME. Votre vision, vous, du gisement côté ENGIE, elle est à combien? Et deuxième question, effectivement, vous l'avez mis en avant en disant effectivement, je partage l'avis précédemment exprimé du fait que la mobilité lourde et l'industrie sont des filières phares pour l'utilisation de la partie gaz en tant que telle. Par contre, pour le bâtiment, c'est nécessaire, notamment pour faire face à la diversification des vecteurs énergétiques pendant la partie hivernale en particulier. C'est bien ça? Ouais. Sur le premier point, sur les gisements qu'on voit côté ENGIE, vous permettrez de vérifier les chiffres. Je suis moins côté production que côté usage et j'ai pas envie de dire de bêtises. Ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, alors le scénario ADEME, il pousse tous les curseurs au maximum, hein. Donc on sait qu'on va pas pouvoir atteindre tous ces curseurs-là. Par contre, entre le 30 TWh qui est vraiment petit bras, permettez-moi l'expression, et ce qu'on a vraiment comme gisement à faire, on pense qu'on est convaincu que de toute façon on a un gisement beaucoup plus important. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises au niveau des chiffres, donc préfère. Vous nous l'indiquez par chat à la limite pendant l'intervention de Guilain à ce moment-là. Ensuite, sur la partie hiver, alors je suis pas sûr si c'est une question ou si vous vouliez que je réexplique ce point-là, parce que peut-être juste le réexpliquer brièvement. J'ai eu deux questions en chat privé à ce propos, donc je pense que ça vaut le coup de mettre brièvement encore une fois pour laisser du temps à Guilain après. Oui. Donc sur la partie hivernale, il est important d'avoir en tête que la demande d'énergie, de manière générale, on a une demande d'énergie qui est variable et un des gros enjeux, c'est de pouvoir fournir la demande d'énergie en temps réel au moment où on en a besoin. Or, aujourd'hui, on a différents types de variations qui font appel à différents mécanismes de flexibilité pour essayer de faire coller la production énergétique à la demande énergétique. On parle beaucoup de flexibilité électrique, où on essaye de faire en sorte que, autant du côté de la production que du côté de la demande, on s'adapte de manière à lisser au maximum des variations qui arrivent. Et en général, on parle de variations assez court terme, c'est-à-dire des pics qui durent 1 heure, qui durent 2 heures, peut-être un peu plus long que ça. Mais on a aussi des variations beaucoup plus longues que ça et beaucoup plus fortes que ça. Donc, effectivement, aujourd'hui,
Quand vous regardez, et je n'ai pas pensé à vous la mettre, quand on regarde la variation de demande énergétique nationale en agrégeant tous les vecteurs énergétiques, on a un facteur, en année normale, un facteur 4 entre l'été et l'hiver. Et c'est le chauffage qui fait cette grosse différence-là. Et c'est le réseau gazier qui, en grande partie, fournit cette énergie-là. Aujourd'hui, il y a à peu près 100 gigawatts qui est fourni par le réseau gazier en plus en hiver par rapport à l'été, 35 côté réseau électrique, grosso modo. Peut-être 40 quand on va vraiment loin. Et ça, c'est une caractéristique inhérente au fait qu'on a des hivers, tout simplement. Derrière, la question peut se poser qui est, est-ce qu'on peut faire tout ça avec de l'électricité? Et a été évoqué par Hélène, le fait d'utiliser des moyens utilisant du biogaz pour produire de l'électricité. Nous, on doute tout de même de ce type de choses. Ça veut dire renforcer les réseaux électriques, ça veut dire brûler du biométhane dans des centrales qui vont avoir des rendements au maximum de 60%, et en plus dans des centrales qui vont se tourner que 2 ou 3 mois. On doute que ça soit la meilleure idée de faire ce type de choses. Donc, on croit à ce qu'on appelle aujourd'hui à cette intégration sectorielle, ce sector coupling en anglais, faire travailler les réseaux élec et les réseaux gaz ensemble pour réussir à passer ce genre de pointes qui vont demander des capacités de stockage énergétique bien plus importantes que de la batterie. Le power to gas rentre dedans, soit dit en passant. Le power to gas est aussi un élément extrêmement important pour lisser, pour apporter du stock. Ok, on verra après si on a un petit peu de temps à laisser la parole à Guilain pour qu'il ait un temps d'expression suffisamment intéressant, mais sur la question de l'approche hybride qui revient un petit peu et la question du surcoût en particulier que vous mettiez en avant en disant c'est un changement de philosophie entre la RT 2012 et la RE 2020 sur cette question du surcoût. On laisse la question en suspens pour plutôt laisser parler Guilain, du coup, si tu peux te connecter en mettant ta caméra et ton micro. Et donc du coup, effectivement, Guilain, côté FEDEN, SNCU en particulier, sur la question du seuil justement par rapport au réseau de chaleur, la question du titre 5 aussi peut-être rappeler ce que c'est à l'occasion de ton intervention, et la question des réseaux de froid sur lesquels on pourra peut-être faire une petite ouverture en fin d'intervention, parce qu'on a beaucoup parlé climatisation, confort d'été, rafraîchissement. Je te laisse la parole, Guilain. Voilà, merci. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? C'est parfait. C'est parfait. Ok, alors je vois que j'ai un temps qui finalement est proportionnel à la part des réseaux dans la Alors on reste, fourniture de chaleur en France. très bonne remarque. Donc du coup, tu as 12 minutes et on terminera à 11h05 avec 5 minutes de décalage Voilà. pour avoir les 10 minutes de questions. C'est une boutade, je vais m'adapter. Non, mais rapidement, donc moi j'interviens pour la FEDEN, qui est une fédération de plusieurs syndicats, dont le syndicat des. Alors je vais partager mon écran. Voilà, dont vous y voyez. Ah oui, il faut que je me mette en plein écran, affichage, plein écran. Donc en haut à droite, en haut à gauche, pardon, affichage, et tu descends sur plein écran. Voilà. Et c'est parfait, on le voit bien, merci. Voilà, donc je vous disais, 7 syndicats qui interviennent sur 2 piliers de la transition énergétique. L'efficacité énergétique d'abord, les performances énergétiques des bâtiments, les économies d'énergie, et la chaleur et le froid renouvelable et de récupération d'autre part. Voilà, ces 2 piliers, donc énergie renouvelable thermique. Nos entreprises sont des entreprises de services énergétiques qui exploitent, maintiennent, entretiennent, gèrent la conduite d'installations, d'équipements de chauffage et de climatisation, ou de structures, de chaufferie, d'incinérateurs, de chaudières pour le bâtiment tertiaire, l'habitat collectif, l'habitat individuel et l'industrie. Un de nos syndicats est donc le SNCU, Syndicat national du chauffage urbain, et c'est à ce titre que j'interviens ce matin. Le Syndicat national du chauffage urbain, c'est très très représentatif sur nos métiers, sur ce métier. C'est presque 90% des réseaux, 90% de la part des marchés des réseaux, donc à travers des opérateurs à la fois privés, que tout le monde connaît, Engie, Dalkia, Coriance, IDEX et d'autres, et puis des sociétés d'économie mixte comme Grenoble, comme Montpellier, comme Metz, voilà, qui sont plutôt des opérateurs publics. Et pour nous, c'est important d'avoir cette diversité. Et donc, nos entreprises interviennent plutôt sur la délégation de services publics autour de l'exploitation
de réseaux de chaleur, aussi bien en production qu'en distribution de chaleur et de froid. Un de nos autres syndicats, je le dis en passant, c'est le syndicat de la valorisation énergétique des déchets. Donc c'est tout ce qui sont les 110 usines d'incinération du parc français qui bien évidemment contribuent à alimenter les réseaux de chaleur. Alors juste pour resituer les réseaux de chaleur en France, je vous mets à l'écran les chiffres issus de l'enquête 2020 sur les données 2019. Donc ça, c'est une enquête qu'on fait annuellement sur les réseaux de chaleur et de froid pour le compte du service de la statistique du ministère de la transition écologique. Et donc là, en 2020, l'enquête a réussi à remonter des données pour presque 800 réseaux. Alors je vous donne les chiffres clés, hein, c'est qu'on est malgré quelque part un effet plateau, et j'y reviendrai juste après, on a quand même des résultats qui sont très encourageants puisque, et en plus cette année, les données 2019, c'était 10 ans après le fonds chaleur. On voit que la participation du fonds chaleur, elle est indéniable, et là on peut remercier le soutien de l'ADEME pour le développement de ces vecteurs. Donc le taux d'énergie renouvelable et de récupération, hein, il est passé de 31% en 2009 à 59,4%, donc on est presque à 60%. Et puis surtout, on a un facteur d'émission qui jusqu'alors est calculé en contenu carbone, hein, qui est un contenu moyen de 0,107 kg par kilowattheure. Il était presque du double en 2009. Les livraisons de chaleur, et vous voyez que la flèche est d'un vert un peu plus pâle, elle se porte à 25 TWh, et je vous disais tout à l'heure qu'on le temps est proportionnel, mais je le dis tout à fait, enfin sans complexe, mais en regrettant qu'il soit pas plus fort. En effet, c'est que on estime qu'on représente à peu près 6% de la chaleur délivrée en France, ce qui reste très améliorable. Il y a une vraie marge de progrès quand on regarde par rapport à d'autres pays qui sont peut-être pas aussi décarbonés que nos réseaux de chaleur, mais qui en revanche ont un taux de pénétration qui est beaucoup plus important. Je pense aux pays d'Europe de l'Est ou d'Europe du Nord. En revanche, en contenu carbone, on est dans les 5 premiers en Europe. On a une longueur de réseau qui est presque à 6000 km, 250 km pour le froid. Je vais vous donner les chiffres pour le froid en même temps. Le contenu carbone du froid, c'est 0,010 kg. Je vous donne les chiffres les plus importants. Et il y a 250 réseaux en France contre 800. Il n'y a pas 250 réseaux. Il y a, je crois, 25 réseaux de froid. Voilà, donc 6 km. On a presque doublé, pareil, en 10 ans. Et puis on estime à 40 000, enfin il y a 40 000 bâtiments connectés, raccordés, ce qui équivaut à environ 2 370 000 logements ou équivalents logements. Alors, ce qui est important de voir, c'est que sur la courbe de droite, vous voyez qu'en 2030, on a un objectif qui est fixé par la LTECV de 61 TWh de livraison de chaleur, dont 40 TWh de chaleur renouvelable. On est complètement dans les choux, on est complètement en retard par rapport à ça, et on va voir juste après que la RE 2020, quelque part, elle est beaucoup plus exigeante elle se traduit en fait par une exigence, si on doit la traduire en chiffres équivalents à celle de la LTECV, on est beaucoup plus exigeant que les objectifs de la LTECV. Avant les annonces de février, on estimait que la RE 2020 allait anticiper quelque part les exigences de la LTECV de 6 ans, ce qui est considérable en termes d'efforts techniques et financiers. Sur le bouquet énergétique, vous voyez à l'écran l'évolution. Donc sur les 60% d'énergie renouvelable, on a la première énergie renouvelable, c'est devenu en fait les UVE, la valorisation énergétique des déchets. On voit que la part de la biomasse en 10 ans a significativement évolué, puisque c'est la deuxième source d'énergie renouvelable dans le mix énergétique, suivi dans des proportions plus faibles de la géothermie, du solaire thermique et de la récupération de chaleur fatale. Et le point important en fait de ce bouquet énergétique, c'est aussi la part
assez considérable du gaz, qui est presque ou un peu moins de 40%. Et notre enjeu dans le cadre de la RE 2020, clairement, c'est celui de verdir le gaz. Et puis bien évidemment de sortir du charbon, mais ça c'est acté, c'est inscrit, c'est prévu, et ça sera fait bien avant 2030. On a, je vous disais tout à l'heure, un contenu carbone qui a presque diminué en 10 ans, et ça c'est très important parce que la RE 2020, elle est quand même basée, il faut bien le dire, sur un contenu carbone du chauffage électrique qui est, si on prend le chiffre de la PPE, qui est différent en effet, comme le disait Benjamin, de celui de la base carbone, qui est à un peu moins de 80. On voit que les réseaux ont quand même une capacité à se rapprocher de cet objectif qui est quand même très fort et qui finalement impacte derrière toutes les autres solutions énergétiques ou tous les vecteurs énergétiques. Et puis je vous parlais de l'évolution donc du mix. Là vous le voyez sur 10 ans, avec ce socle, ce talon autour de la valorisation énergétique des déchets et la chaleur renouvelable et de récupération, hein, puisque plus de la moitié de cette chaleur est bien issue d'un contenu biogénique. Et puis la montée en puissance de la biomasse, avec cet effet plateau depuis 2017 qui en fait n'est simplement ni plus ni moins que l'illustration de la suspension de la trajectoire carbone, qui a finalement mis un petit peu enlevé les perspectives d'augmentation du coût des énergies que tout décideur public, tout maître d'ouvrage avait intégré dans sa stratégie. Et là, on en voit probablement les effets. Et quand on sait qu'il faudrait normalement multiplier par 2, on voit que le retard risque de continuer à s'aggraver. Alors j'en viens aux éléments concernant la RE 2020. Alors moi, je voudrais quand même signaler que les réseaux sont un vecteur. Les réseaux de chaleur, les réseaux de froid sont des vecteurs. Et ils ont vocation, ils sont des agrégateurs, sont des vecteurs énergétiques, des agrégateurs de chaleur, de solutions énergétiques ou de sources énergétiques locales, idéalement renouvelables. Et pour certaines, d'ailleurs, il n'y a pas d'autre solution pour les valoriser. Je pense à la chaleur fatale ou la chaleur issue de l'incinération des déchets. Il n'y a pas d'autre moyen pour valoriser cette chaleur que d'avoir recours au réseau urbain. Et de ce point de vue-là, nous, on n'a pas de parti pris, qu'il soit que le mix soit d'origine électrique ou d'origine gazière ou autre. Je pense que localement, il faut faire un feu de tout bois, et en tous les cas, c'est le message du SNCU. Et de ce point de vue-là, on a plutôt d'ailleurs, même si on présente chacun nos messages, nos positions, nos analyses en silo un peu ce matin, on a tous vocation à contribuer à l'intérêt général et à faire converger nos solutions et à mixer davantage nos solutions. Ce dont on peut se féliciter dans le cadre de la RE 2020, c'est qu'on a un changement de méthodologie et ça a un impact sur les réseaux qui est en ACV. Alors, même si ça alourdit, nous, ça va alourdir notre d'environ 30 grammes, hein, puisqu'il faut intégrer le combustible, l'ACV du combustible, la structure, l'ACV de la structure, et un certain nombre d'éléments directs et indirects qui sont à prendre en compte. Et pour nous, du coup, ça va introduire un changement de méthodologie à partir de 2022. Et donc, on ne raisonnera plus en facteur d'émission, mais en ACV des réseau par réseau, en effet, comme le soulignait Benjamin tout à l'heure. Ce qu'on peut souligner, c'est que donc ce changement de méthodologie, il intègre aussi parallèlement dans la RE 2020 la prise en compte du cycle de vie du bâtiment en exploitation, mais aussi en construction et déconstruction. Et ça, de ce point de vue-là, on considère que c'est un très bon point. La deuxième chose, c'est que, et vous le voyez un peu dans les deux tableaux qui sont en bas, on a, je vous ai mis les arbitrages tels qu'ils ont été annoncés le 24 novembre et tels qu'ils ont évolué ensuite le 18 février. Et ce décalage, et puis le décalage des seuils en 2025, 2028, 2031, le fait d'avoir gagné parfois, même si c'est qu'une année, c'est très important pour nous, pour les réseaux, parce c'était une falaise, c'est un mur à franchir, ça reste un mur, et la profession est prête à répondre
à l'ambition, et on partage tout à fait cette l'ambition qui est derrière la RE 2020. En revanche, cette falaise avait besoin d'être aménagée, et donc il y a quelques marches qui ont été posées qui permettent de franchir avec un peu plus de progressivité et d'atteindre ces seuils avec un peu plus de progressivité et peut-être de sérénité, même si ça constitue un mur d'investissement. Et puis surtout plus largement, la RE 2020, c'est un cas dans les réseaux, mais c'est le cas pour toutes les solutions énergétiques que l'on promeut. C'est une opportunité pour développer des solutions plus efficaces, plus complexes, plus créatrices de valeur aussi, et puis surtout créatrices d'emplois. Les emplois de la transition énergétique et des réseaux de chaleur c'est très dynamique, et on est souvent en tension, ce qui peut constituer d'ailleurs un problème, on le verra après. Donc je vous parlais de décalage des seuils, et donc on voit qu'on avait un seuil qui était initialement à 6, qui a été décalé à 6,5, et un seuil qui était à 6, qui a été décalé à 8 en 2025. C'est pas grand-chose, mais c'est quand même significatif pour nous, et on le vit de manière très positive. Idéalement, on aurait préféré 10, une trajectoire qui aurait fait 14, 10 et 8. Bon, voilà, on va essayer de répondre à l'ambition du mieux possible. Et c'est pour ça que les aménagements, il reste encore des aménagements à faire, j'y reviendrai après. Et puis le point positif, donc c'est l'allongement de la durée de vie du titre 5, hein, puisque pour déroger à l'atteinte de l'objectif, dans le calendrier prévu, les pouvoirs publics ont ouvert la possibilité de demander un titre 5 réseau, et avec une durée allongée qui est passée de 3 ans à 5 ans. Il y aura peut-être des questions là-dessus. Et puis dernier point, on en a parlé précédemment, c'est que la RE 20 aujourd'hui, elle comporte un mécanisme qui n'exclut pas le gaz renouvelable. Peut-être Guilard, si on peut viser encore 1 ou 2 minutes avant de passer à quelques questions. Ok. Néanmoins, donc quelques points d'attention, hein, c'est l'adaptation des compétences qui nécessite d'être extrêmement rapide pour s'adapter à l'évolution des solutions dans les bâtiments neufs. C'est l'incidence sur la boucle d'eau chaude, hein, ça a été un peu évoqué. C'est important de défendre. S'il n'y a plus de boucle d'eau chaude dans les bâtiments, il n'y a plus de réseau de chaleur, hein. Donc cette boucle d'eau chaude à la taille d'un quartier et à la taille d'un bâtiment, elle est essentielle. Et elle est essentielle non pas pour privilégier une énergie par rapport à toutes les autres, mais surtout elle est essentielle pour privilégier un mix énergétique varié auquel contribuent d'ailleurs les réseaux de chaleur. Et puis voilà, je vous disais, ça reste quand même cette RE 2020 un défi technique, un défi financier, et puis quelque part ça soulève des risques de lourdeur administrative. Lourdeurs administratives qui en fait sont liées à... alors vous avez le nuage de points, ce nuage là c'est les 800 réseaux, c'est la distribution, la dispersion des réseaux de chaleur par rapport au seuil de la RE 2020 qui était exprimé initialement en EGES. Et donc on voit qu'il y a 66% des réseaux qui représentent 44% des livraisons de chaleur qui aujourd'hui sont d'ores et déjà conformes et qui continue tous les jours à s'améliorer grâce à l'implication et à la volonté des collectivités locales. On voit qu'il y a des réseaux qui sont à moins de 50% de taux de NR qui, bien évidemment, ne sont pas conformes. Ça représente quand même 38% des réseaux, avec certains qui sont au-delà du seuil des 14 grammes. Et puis, on a une frange entre les deux qui représente presque 20% des livraisons de chaleur, qui aujourd'hui ne pourra pas bénéficier du titre 5. Ça reste un point de discussion avec les pouvoirs publics pour que en fait, le gain pour pouvoir bénéficier d'un titre 5, qui est un titre dérogatoire, qui, un peu par anticipation, valide le fait que votre réseau est conforme et va pouvoir répondre aux exigences de la RE 2020. Ce titre 5 fixe un seuil minimum à atteindre de moins 30 grammes pour être obtenu. Si vous avez une marge à franchir qui est inférieure à 30 grammes, aujourd'hui, il n'y a pas de solution et ça reste le point de discussion. Et puis, sur la droite, vous voyez dans le tableau la distribution par tranche
la tranche de GES, donc de seuil à atteindre en termes de carbone par mètre carré, avec voilà, 36% des réseaux entre 8 et 14 et 45% des réseaux qui sont d'ores et déjà inférieurs et qui respectent d'ores et déjà le seuil de 6,5 kg de CO2 par mètre carré par an. Voilà, donc sur les points de discussion, je vous dis une souplesse à obtenir pour les titres 5. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un investissement massif à prévoir par les collectivités locales, parce qu'il y a un enjeu aussi également de verdissement du gaz. Et ce verdissement du gaz, nous, on pense qu'il faut maintenir le système actuel autour des garanties d'origine biométhane qui répondent parfaitement dans des situations urbaines denses, de manière transitoire, dans des cas de montée en puissance du verdissement des réseaux, qui répondent parfaitement à ces contraintes. Et notre enjeu aujourd'hui, ça va être de verdir ce gaz, si ce n'est de le substituer, mais c'est plutôt de le verdir. Je vous ai mis un point sur les avenants. Juridiquement, il y a quand même, pour les collectivités concernées, un point à voir, et nous, on souhaite que cette obligation ou toutes ces opportunités générées par ces ambitions autour de la RE 2020 puissent se traduire par des éléments en termes de relance, parce que c'est porteur d'investissement, c'est levier pour les territoires en termes d'investissement et d'emploi. L'adaptation des procédures du titre 5 qui aujourd'hui pour nous représente une lourdeur, et on sait déjà qu'il va y avoir 280 demandes à traiter par les pouvoirs publics. Ça risque de créer un effet d'entonnoir, et puis peut-être à prévoir une augmentation du fonds chaleur pour répondre à ce défi d'investissement d'ici 2025 ou d'ici 2031, selon les réseaux. Merci Guilain Voilà. pour tous ces éléments. On verra dans la présentation, effectivement, il y a un petit rétro-planning qui est mis en avant pour justement ce déploiement de demandes, notamment en termes de titre 5 qui est intéressant et illustratif. Peut-être 3 questions à te poser, je les mets en groupe pour condenser les réponses. La question, bien pour préciser, la question du seuil, cette dérogation du seuil qui peut être vue comme ça au niveau contenu carbone, réseau de chaleur, elle est vue non pas parce que la filière réseau de chaleur n'est pas vertueuse, puisqu'en fait on a déjà vu par rapport au graphe que tu as présenté précédemment que cette transition énergétique elle avait pour partie déjà eu lieu au niveau des réseaux de chaleur avec plus de 50% de NR déjà livrés en moins d'une dizaine d'années pour l'atteinte de cet objectif-là. C'est plus des questions financières, c'est ça, en termes de soutenabilité des différents projets où ça peut poser problème. Deuxième question, en termes de confort d'été sur les réseaux de froid qui ne sont pas forcément évoqués sur l'approche RE 2020. On a 25 réseaux de 27, je crois, réseaux de froid en France à l'heure actuelle. Quelle est leur place à venir? Est-ce que la RE 2020, elle leur laisse une possibilité de croissance ou est-ce qu'on reste sur une continuité de déploiement? Et puis, effectivement, tu mentionnais aussi la question du biogaz, question qui a été posée dans le chat, à savoir effectivement comment est-ce qu'on compte la part biogaz entre les différentes filières pour s'assurer, est-ce que c'est dans le mix énergétique réseau de chaleur, est-ce que c'est compté aussi en biogaz par ailleurs ou autre? Donc, ces 3 questions, 3 réponses concises, s'il te plaît. Dans la mesure où tu peux. Oui, en effet, là, donc sur la première question, une grande partie des réseaux est bien au-delà des objectifs de verdissement. La RE 2020, en fait, elle se traduit, quand on parle d'investissement, c'est que pour atteindre ces nouveaux objectifs, pour des collectivités qui viennent fraîchement d'atteindre, par exemple, le seuil de 50%, ou d'autres qui viennent fraîchement d'atteindre le seuil de 65% qui est requis pour le bénéfice du fonds chaleur, si on leur dit aujourd'hui, maintenant, vous devez encore faire un effort supplémentaire, c'est en termes financiers, en termes d'investissement, en termes de projection, c'est compliqué pour des collectivités qui viennent le faire. Et on le voit, ça doit être fait dans des délais qui sont certes aménagés, mais ça doit être anticipé maintenant. Parce que si on prend l'échelle de temps, en gros, pour avoir un titre 5 en 2025, il faut démarrer maintenant. Il faut démarrer dans un an, maximum dans un an, le temps d'avoir des études parce que tous ces titres 5 derrière, ils s'appuient sur des éléments tangibles pour montrer au pouvoir public que on prévoit la performance environnementale
du réseau. Elle n'est pas juste là pour faire joli et répondre à l'objectif. Elle est derrière calée sur des engagements précis, sur des choses chiffrées. Et puis, il y a un élément essentiel qui est que ça ne doit pas non plus avoir d'impact sur le prix de la chaleur rendu à l'abonné. Voilà, donc ça c'est un des éléments. J'essaie de faire bref, tu me diras s'il faut que je complète. Sur le froid, ce qu'on perçoit nous, c'est qu'en effet, au-delà de la performance des bâtiments, il y a nécessairement besoin dans des grandes agglos de répondre non plus à un enjeu de confort, mais à un enjeu sanitaire. Et on pense que les réseaux de chaleur sont un élément de la solution parce que ils ont Réseau de froid, du coup, ouais. les réseaux de froid sont un des éléments de rafraîchissement et c'est un élément essentiel de la solution, non plus uniquement pour les hôtels, les centres commerciaux, mais probablement pour les maisons de retraite, probablement pour les écoles, et que leur très faible pouvoir carboné, leur maîtrise vraiment industrielle des risques de rejet de gaz frigorigène, pardon, et l'absence, le fait qu'il ne génère pas ou peu, très peu d'îlots de chaleur, on pense que c'est pour nous la solution la plus performante et plus performante probablement que des packs RR qui risquent de contribuer aux îlots de chaleur. Et c'est pas uniquement sur la partie zone H3, donc méditerranéenne au sud, c'est toutes les grandes agglos dans la France entière. C'est bien évidemment toutes les grandes agglos. Okay. On sait bien évidemment que ça va plutôt se situer au sud de la France, mais cet îlot de chaleur et cette augmentation de la chaleur, on le ressent dans toutes les agglos. Et donc Strasbourg peut être concerné, Lille peut être concernée. C'est un phénomène qui est plus lié, je pense, au phénomène d'agglomération qu'à la position géographique de l'agglomération concernée. Et sur le biogaz, du coup, pour terminer Et sur le biogaz, quelle était ta remarque? Alors, oui, et donc aujourd'hui, on prend en compte dans la méthodologie de calcul du facteur d'émission des réseaux et demain de l'ACV, on prend la part de biométhane à son facteur et on considère également la garantie d'origine biométhane au même titre que le contenu carbone du biogaz. Ok, donc du coup, et la garantie d'origine compte dans le taux ENR du réseau de chaleur. Affirmatif. Ok, merci beaucoup Guilain, je pense que ça fait un bon panel. Je vois que Hélène a complété quelques éléments dans le chat par rapport aux questions qui ont pu être évoquées. Peut-être aussi, comme on parle de l'étude RTE, mentionner aussi, notamment par rapport aux propos de Benjamin sur la question de l'évolution potentielle du mix énergétique, la place des EPR, des ENR, etc. La consultation qui a été lancée par RTE, qui est clôturée maintenant, auquel je pense tous les acteurs autour de table ont pu participer, qui fait différents types de scénarios, NM, entre du 100% du renouvelable, du 100% EPR, si je prends un petit peu les extrêmes de manière rapide, donc qui peut être une ressource intéressante pour mettre en perspective cette approche de mix énergétique. On arrive au bout de ce webinaire. J'invite Hélène et Benjamin à remettre leur caméra pour saluer une dernière fois les différents participants. Merci à toutes et à tous, au premier lieu desquels évidemment nos trois intervenants qui ont effectivement nous ont fait le plaisir de partager leur vision stratégique, leurs analyses, les débats aussi, les points de débat qui sont encore en cours puisqu'on attend encore les textes officiels, donc il va y avoir encore peut-être quelques éléments qui vont bouger, mais de faire un bon point d'étape. On se retrouvera nous pour un prochain webinaire toujours sur la RE 2020, sur l'approche plutôt constructeur cette fois-ci, pour avoir effectivement la vision en termes d'isolation, de matériaux, de l'approche biosourcée, qu'est-ce que ça implique pour le bois, pour les matériaux mixtes, bois, béton, ciment, etc. Comment est-ce qu'on arrive à faire ce bon équilibre pour avoir la question conception en plus de l'approche énergétique qu'on a vu de manière très détaillée aujourd'hui. Donc merci encore une fois à Benjamin, Hélène et Guilain pour ce partage. Vous retrouverez à la fois le replay et toutes les présentations en libre téléchargement sur notre site AT2E, rubrique AT2E Île-de-France. Je remercie encore une fois à la fois Pierre-Hélène Berger et Pierre Monin pour l'organisation de ce webinaire avec le soutien toujours très actif de Marc Garnier, délégué général de l'AT2E Île-de-France. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, au revoir, bonne journée. Merci à tous. Cette conférence va maintenant être enregistrée.